avant Bernard Tapie, comme ça ensuite vous allez pouvoir nous raconter ce que Bernard a fait. C'est produit, c'est l'émission de télé. Allez-y, c'est bien pensé, hein, votre truc. C'est simplement pour rappeler, effectivement, on parle tout le temps de l'ère Tapie à l'OM, il y a eu beaucoup de titres, il y a eu 4 titres de champion de France d'affilée, il y a eu la Ligue des Champions, mais avant ça, l'OM existe quand même évidemment dans l'histoire du foot français. Il y a eu 4 titres de champion de France déjà, notamment au début des années 70 avec les années Scoblar, qu'Hervé suivait déjà d'ailleurs pour le journal de l'équipe, en 70 et 71. Et puis il y a eu quand même 9 Coupes de France aussi, donc quand même un gros palmarès. L'OM est déjà l'un des grands clubs français à cette époque-là. Bernard Tapie a donné une dimension encore supplémentaire. Les présidents marseillais, c'est quand même des personnages hors norme. Marcel Leclerc, etc. Leclerc, bien sûr. Non, et en fait, sur Bernard Tapie. Et en fait, pour arriver à votre point de 93, c'est qu'en fait, très vite, Bernard Tapie annonce une couleur que personne n'imagine. Tu vois, en plus, en France, on est toujours un peu timide par rapport, surtout à l'époque. Tapie a apporté une espèce de côté décomplexé, alors par rapport à plein de choses, par rapport à l'argent, par rapport à son mode de vie, mais aussi par rapport à ses ambitions. C'est quelqu'un qui n'était pas timide là-dessus, il annonçait le truc. Et qu'en fait, très vite, il dit, mais nous, c'est la coupe aux grandes oreilles. C'est un truc qui, à ce moment-là, c'est rendez-vous en terre inconnue pour le football français. Oui. Et lui te dit ça, et assez vite, Marseille, tu vois qu'ils sont compétitifs en Coupe d'Europe, tu dis, tiens, c'est étonnant. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'en fait, ils atteignent l'objectif. C'est-à-dire qu'il arrive en 86 et en 93. Et ils sont au bout. Ouais. Et pas au bout dans un truc au rabais. C'est dans la finale contre le plus grand club du monde. Et vraiment le plus grand club de l'époque. Ouais. Donc il y a un peu ce truc-là. C'est-à-dire que... On avait quand même des équipes, il ne faut pas oublier non plus, parce qu'il ne faut pas oublier zapper comme ça Bordeaux, qui était une équipe qui avait des résultats en Coupe d'Europe. Je ne dis pas pour aller en finale, il gagnait la finale. Mais il n'empêche qu'on avait quand même des modèles d'équipes qui étaient des bonnes équipes. On a toujours eu. Mais par contre, en fait, peut-être dû au traumatisme de Saint-Étienne 76, vraiment, il y avait un peu l'idée très intégrée que la victoire finale, c'est pas pour nous. On n'est pas invité. On n'est pas invité. Et en fait, qu'ils le fassent, effectivement, ça a décomplexé tout un tas de gars parce que ces mêmes joueurs-là, dans la foulée, les De Sailly, Deschamps et compagnie, exactement, ils vont dans les gros clubs européens très peu de temps après, et là aussi, ils continuent de gagner. De Sailly est champion d'Europe d'ailleurs l'année suivante, 94, avec Milan, et Deschamps 3 ans plus tard en 96 avec la Juve. Donc en fait, ça a été un peu le lancement de la machine, et derrière, ils sont arrivés en 98 avec un mental de vainqueur. Je ne dis pas que ça fait tout, mais en tout cas, ça participe. Mais c'était le préalable et nécessaire. Roland avait une question. Oui, tout simplement parce que souvent, comme on discute toujours de football quand je descends à Marseille ou même sur Paris, et qu'on parle obligatoirement de certaines époques et de Bernard Tapie, je vous pose une question. Quand Tapie arrive, l'OM, ça c'est pas la réponse, je la donne moi, au milieu du tableau de la première division, et combien de temps Tapie met pour être champion de France? Il met 3 ans, 89 sur championnat 89. 2 ou 3 89. 3 ans. C'est-à-dire que c'est à la 3e tentative. Alors que souvent, quand j'entends certaines discussions, j'ai l'impression qu'il arrive que 6 mois après, l'OM est champion. Non. Ils perdent 2 finales contre Bordeaux. Ouais. Bordeaux avec Claude Besse, le président, qui est évidemment... On en parlera des rivalités d'ailleurs tout à l'heure. Non mais oui, avant de dominer l'Europe, il a eu du mal à dominer la France. Ah ben oui. Enfin, il a commencé d'abord par c'est pas si simple que ça. Il a fallu quand même ramer, il a fallu régler les problèmes, il a fallu régler aussi l'après-Bosman, donc c'est pas, ça n'a pas été simple. Hein. Par rapport à ça, c'est vrai que quand on voit les compos d'équipe, tout de suite, on se dit quand même l'arrêt Bosman, ça a changé énormément de choses. Oui. Et je sais pas, j'ai l'impression. Non mais je sais pas, Nabil, si vous êtes nostalgique ou non, mais je trouve que ça n'a pas fait que du bien au monde du foot, quoi. Je trouve, personnellement. Ah, moi, je trouve tout simplement, je suis clair et net, ça veut dire que tu ne l'es pas, je trouve catastrophique. À ce point? Catastrophique. Un joueur moyen, c'est devenu un très bon joueur maintenant. Donc, déconnons pas. Rappelons-nous, pour que les joueurs puissent aller à l'étranger, il fallait déjà que dans leur pays, ils soient nettement au-dessus. Et donc, quand tu prenais un étranger à une certaine époque, c'était pas une recrue comme maintenant. Je fais la différence entre une recrue et un renfort. C'était un renfort. Quand tu vois les 3 étrangers de Milan, tu prends peur. Quand tu vois que malgré le départ de Papin, Tapie arrive à trouver une complémentarité entre Foller, Boxic et Abedi Pelé. Donc c'est pas évident du tout. Et tout le reste était français. Moi je trouve que cette époque-là, je suis nostalgique. Je ne m'imagine pas qu'un club d'un pays ne peut pas jouer une finale avec un seul joueur du pays. Ça pour moi c'est abominable.
Nabil. Non, mais c'était comme la MLS, c'est-à-dire avec des joueurs désignés, quoi, en fait, en quelque sorte. Moi, j'ai fait une interview il y a quelques temps d'un joueur des années 80, là, Salah Assad, qui avait été exceptionnel avec l'Algérie en 82, qui avait été élu le meilleur ailier de la Coupe du Monde 82. Il y avait tellement pas. Aujourd'hui, enfin, il aurait été facilement dans un top club. Il n'y avait tellement pas de place, les places étaient déjà prises, qu'il avait dû signer à Mulhouse. Qui était en bas de tableau. Donc c'était en fait d'autres réalités. Mais moi, pour moi, ce qui a fait le plus de mal au football, c'est la spéculation. C'est-à-dire qu'en fait, avant, tu payais un joueur parce que c'était le meilleur joueur du monde. Zidane, quand tu le prends à 75 millions d'euros, c'est parce que tu le payes pour ce qu'il est. C'est Zidane, quoi. Le meilleur joueur du monde. Et aujourd'hui, tu peux mettre 75 millions d'euros sur un joueur qui n'a rien fait. C'est ça qui a le plus fait du mal au football. C'est l'autre aspect aussi un peu nouveau. Je parle dans la représentation qu'on a des années tapis. C'est les transferts records. Oui, c'est vrai que Bernard Tapie a beaucoup dépensé. J'étais gamin, donc un petit peu plus tôt, ou jeune ado, on n'entendait pas trop parler des transferts, des montants de transferts. On savait qu'un joueur partait là, mais bon, voilà. Mais quand il fait venir Waddle, 45 millions de francs à de Tottenham. Voilà, exactement. On rappelle, c'est pas lui qui était venu superviser d'ailleurs. Voilà, il est tombé amoureux de Chris Waddle. Exactement. Que l'année d'après, il y a. Magnifique. Monsieur Angloma est avec nous. Monsieur Joss. Bonsoir Jocelyn. Merci d'être avec nous dans l'équipe du soir. Vous êtes accompagné de Timothée Mémon et Nicolas Chebriand. Bon, je vais lâcher un peu le ballon. Qui veut poser la première question à Jocelyn? Alors, Roland? Nabil, allez-y. Je vous passe Nabil Djellit, Jocelyn. Jocelyn, est-ce que c'est vrai que vous faisiez moins de 11 secondes au 100 mètres? C'est possible. J'ai vu ça, alors je voulais savoir j'étais pas... Pratiquement, 11 secondes. Et moi, la mienne question, c'est combien de 100 mètres tu faisais? Beaucoup. Jocelyn, racontez-nous un peu cette soirée, parce que ce soir, il y avait ce match des légendes au stade Vélodrome. Et quelle émotion vous avez eue de retrouver ce stade, de reporter le maillot de l'Olympique de Marseille? Racontez-nous un peu ça. Énormément d'émotions, c'est clair. Surtout une manifestation de la sorte. Il fallait y être, 125 ans, c'est une belle fête pour l'OM. Et puis j'espère que ça va booster aussi le public pour permettre à l'OM d'être parmi les 4. Maintenant, ça a été une belle soirée, rencontrer des gars que je ne connaissais pas. Il y avait Marcel qui était là, comme les gars qui ont gagné cette Coupe d'Europe en 93, mais il n'y en avait pas beaucoup, malheureusement. Mais une très belle soirée, et je crois qu'il fallait y être, encore une fois, comme je le disais. Une question d'Hervé Penaud, Jocelyn. Oui, Jocelyn, bonsoir. Et quel est le souvenir qui te revient en premier quand tu penses à Marseille, ton arrivée là-bas? Déjà, le Vélodrome, même si ça a changé, le stade, le public, c'était toujours chaud. Et puis, bien sûr, l'entrée avec cette chanson de Van Halen. Je crois que toutes ces émotions ont fait que quand on arrivait sur ce stade, on avait envie de se transcender et se donner à fond et puis surtout gagner. Parce que l'OM, c'est ça, c'est la victoire et c'est ce que j'espère pour la suite. Question de Dave Apadou, Jocelyn. Bonsoir Jocelyn. On a évoqué là à l'instant la victoire, la finale, exactement, du 26 mai 1993. À quel moment dans la saison, pour vous, Jocelyn Angloma, c'est devenu une vraie possibilité et quelque chose de tout à fait envisageable que cet OM puisse aller au bout de la Ligue des Champions, ce qui n'avait jamais été fait dans le football français? Je crois qu'à un certain moment, c'était pas forcément facile parce qu'on se cherchait, mais c'était surtout contre Glasgow. Aller faire le match qu'on a fait à Glasgow, même si au match retour on fait match nul aussi, c'était aller faire un résultat et puis ça nous a permis de nous souder, de se retrouver et d'avoir une certaine force mentale pour pouvoir aller chercher ce titre. Et puis par la suite, c'est vrai, arriver en finale, quand vous arrivez contre le Milan AC, outsider, je sais que peut-être qu'on nous attendait au tournant aussi à ce moment-là, mais on avait des possibilités. Et puis il y avait une équipe forte de caractère et qui pouvait se transcender. Et ça s'est vérifié par la suite. Jérôme Alonso, question pour Jocelyn. Salut Jocelyn. Après tous ces beaux souvenirs, un regret peut-être? Ou on laisse tout comme ça et aucune faille? Est-ce qu'il y a un regret peut-être? Un regret?
Ah non, non, pas du tout. Peut-être de mon côté, parce que ce jour-là, je me suis fracturé le tibia, donc j'ai pas pu faire la fête. Mais pas de regret. Je pense que on avait aussi, comme je le disais, l'équipe qu'il fallait, des joueurs de qualité, des joueurs qui savaient bosser aussi pour les stars, parce que dans une équipe, il y a toujours une ou deux stars. Et là, ça s'est vérifié à travers Basile, à travers Bokchik qui était là et Voller. Dernière question, Jocelyn, après on vous libère. Merci encore d'être avec nous dans l'équipe du soir de Roland Courbis. Ben déjà, Jocelyn, ça me fait toujours plaisir de te voir et de t'entendre, puisque tu faisais partie d'une liste de mes joueurs préférés. Une première question, c'est, on a vu un petit peu que les années qui passent, c'est devenu difficile de signer de Paris Saint-Germain à l'OM ou de l'OM à Paris Saint-Germain. Je crois que tu as fait partie des joueurs qui étaient au Paris Saint-Germain et qui sont venus à l'OM. Si je me rappelle bien, tu n'as pas eu l'ombre d'un problème. Ça vient peut-être de ta façon de t'exprimer, ou tu n'as pas eu l'ombre d'une critique. C'est clair. Hein. Un petit moment quand même. Oui, je pense que ça s'est fait. Ça fait partie des anecdotes. Je me rappelle que j'étais pas forcément en forme. Il y avait un supporter qui me suivait tout au long de la ligne pratiquement, sur le côté. Je ne dirais pas à m'insulter, mais à me pousser à bout. Parce que je venais de Paris, parce que j'étais pas bon à l'OM à ce moment-là. Mais je crois que ça a déclenché des choses qui m'ont permis d'être le joueur que j'ai été, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que il fallait être fort aussi. Il fallait être fort à l'OM, et je crois que le public vous pousse à être fort. Et par la suite, ça m'a permis aussi de faire la carrière que j'ai pu faire, c'est-à-dire pouvoir voyager, que ce soit en Italie ou en Espagne. Et après, Jocelyn, pour moi, évidemment, tu avais une certaine polyvalence très intéressante pour quel que soit l'entraîneur. Mais après, chacun ses goûts. Quand je vois que vous jouiez avec 3 arrières centraux, plus Edeli d'un côté, Dimeco de l'autre, et que toi tu jouais arrière central côté droit d'une organisation à 5, je trouvais ça dommage. Je t'imaginais plutôt un peu plus vers le côté droit pour pouvoir te servir de tes qualités offensives, alors qu'en arrière central côté droit, tes qualités offensives, tu pouvais moins les exploiter. Est-ce que je dis une connerie ou pas? Là, il ne peut plus dire non. Non, ça c'est clair, parce que ça c'était mon jeu. Mon jeu était plus porté sur l'offensive. Et donc, sur le coup, j'ai pas été frustré quand même, parce que jouer une finale, quel que soit le poste, le fait était de jouer. Ah ben oui, non, mais c'est vrai que pas de cette finale, je parle en général. Feu ça a décidé. En général, non, en général non. Je pense pas que j'aurais fait peut-être la carrière que j'ai faite pour pouvoir en jouant dans l'axe. Moi, il me fallait de l'espace, il me fallait jouer, il me fallait apporter cette partie offensive et faire marquer les autres. C'était pas forcément à moi de marquer, et faire marquer les autres et puis profiter. Je pense qu'au niveau des stats, quand je vois les stats maintenant, au niveau des passes décisives, j'aurais été pas mal. Ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que c'est exactement ce que je pense.